Bonsoir Éric Coquerel. Merci à vous d'être avec nous, vous député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis et soutien de Jean-Luc Mélenchon à 18 jours du premier tour de l'élection présidentielle. On va parler ensemble dans un instant de l'Ukraine, évidemment, la guerre et ses conséquences en France notamment. Mais juste avant, et c'est l'une des images de la soirée, le corps d'Ivan Colonna a été transféré en Corse. L'avion est arrivé il y a quelques minutes. On vient de voir passer sur la route de l'aéroport le corbillard. Les obsèques de l'indépendantiste auront lieu vendredi. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ces scènes de soutien organisées ce soir par, précisément, les soutiens d'Ivan Colonna? C'est pas forcément les soutiens d'Ivan Colonna par rapport à ce qu'a fait Ivan Colonna. Condamné, on le rappelle, Voilà, pour l'assassinat du préfet Erignac. C'est l'idée que, vous savez, en Corse, quelque part, les liens familiaux sont importants. Et j'allais dire, la reconnaissance à un moment donné de ce qu'ont fait la majorité nationaliste, ce que fait la majorité nationaliste, c'est-à-dire une évolution pacifique et démocratique, en comptant sur les gouvernements français pour les accompagner vers plus d'autonomie. Ça a été 5 ans ininterrompus, j'allais dire, de fermeture de la part du gouvernement, alors que M. Macron avait promis des choses. Et quelque part, la question de M. Colonna, dont les Corses avaient demandé, avec d'autres députés, dont nous-mêmes, le rapprochement, ainsi que les 2 autres prisonniers corses, c'est-à-dire de la Corse, et on voit bien que s'il y avait eu rapprochement, il ne serait pas arrivé ce qui est arrivé dans la prison de Arles. J'allais dire que ça devient un symbole. Et ce symbole, c'est le fait que finalement, aucun signal n'a été envoyé aux autonomistes et nationalistes corses depuis 5 ans. C'est ça qui est en train de se jouer en Corse par rapport à la situation. Mais je parlais des gestes de soutien. La collectivité de Corse a décidé aujourd'hui de mettre en berne ses drapeaux. Emmanuel Macron, ce soir, dit que c'est une faute, que c'est inapproprié. Est-ce que le candidat Mélenchon que vous représentez, que vous soutenez, soutient ce geste de mettre en berne? Moi, je ne suis pas... Il y a 2 choses. Je ne suis pas l'Assemblée corse. C'est l'Assemblée corse qui décide cette situation. Et je crois qu'elle le décide aussi parce qu'elle veut maintenir justement ce qu'elle a mis en place depuis plusieurs années, c'est-à-dire un consensus dans la société corse pour une évolution pacifique et démocratique de la question. Et la Corse est terriblement secouée par ce qui vient de se passer, et notamment la mort qui reste à expliquer d'Ivan Colonna. Donc moi je crois que tous ces signaux qui sont envoyés, c'est-à-dire celui d'un recueillement vis-à-vis que la famille a demandé, c'est des signaux qui sont faits justement pour permettre qu'après les obsèques d'Ivan Colonna, la situation ne se dégrade pas en Corse. Moi je le vois comme ça, c'est-à-dire je le vois comme quelque chose qui est, j'allais dire, un maintien de la paix en Corse. Et pour ce maintien de la paix en Corse, à un moment donné, il faut, j'allais dire, reconnaître que la mort d'Ivan Colonna, ce n'est pas normal. Ivan Colonna, sur ce qu'il a fait, etc., je ne reviens pas. Il a fait 16 années de prison. Mais je vous fais remarquer que la peine de mort n'existe pas en France. Et l'impression des Corses aujourd'hui, c'est que quelque part, il a été exécuté. Donc c'est cette émotion qu'il faut comprendre. Et les symboles, de ce point de vue-là, sont importants. Moi, je préfère ça. Je préfère que l'Assemblée corse mette quelque part ces gestes, de façon à ce que la situation continue à évoluer de manière pacifique. Mais encore faudrait-il que le gouvernement français donne des preuves, notamment avec une commission d'enquête qui est demandée. Si Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir, est-ce qu'il ira lui aussi jusqu'à proposer l'autonomie à la Corse? Nous, depuis 2018, nous avons dit ce que nous ferions. Et je l'ai répété hier, j'ai vu Gilles Simeoni hier et des députés corses. Vous rentrez de Corse, hein? Oui. Et on n'a pas attendu, nous, à 18 jours du 2e tour et les événements qu'on connaît pour le dire. Nous pensons que quand vous avez 3 élections de suite, dont la dernière à 70% avec une large participation, qui montre qu'il y a aujourd'hui une majorité de Corses qui veulent plus d'autonomie, soit vous tendez la situation et arrive ce qui arrive, c'est-à-dire au bout d'un moment ça devient conflictuel, soit vous essayez d'accompagner cette situation. Nous, on propose l'article 74 de la Constitution qui permet à la fois de reconnaître la singularité de la Corse, comme d'autres îles, notamment territoires d'outre-mer en France, tout en restant dans le cadre républicain. C'est-à-dire on détricote pas le cadre républicain, mais on reconnaît la singularité de la Corse à travers plus d'autonomie et un dialogue ouvert avec les nationalistes. C'est ce qu'on fera si Jean-Luc Mélenchon est demain élu. Alors justement, dans la République. C'était aussi comme ça que je tournais ma question précédente. Je disais à l'instant, en vous posant la question, si Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir, à lire les sondages, ça n'est pas le plus probable, mais sondage de notre partenaire Elab qui date d'hier, Emmanuel Macron a donné à 27,5% au premier tour, Marine Le Pen à 20% et Jean-Luc Mélenchon à 15%. Comment votre candidat peut-il aller chercher ces 5 points, c'est beaucoup 5 points, qui lui manquent
en 18 jours de campagne. Alors déjà, je suis pas sûr qu'il y ait une telle différence avec Marine Le Pen. Je vous le dis tout de go. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ce qui me fait dire ça, c'est que regardez bien toutes les sondages depuis quelques années. À chaque fois, ils exagèrent à quelques semaines du premier tour le score final de l'extrême droite. Vous pouvez regarder, c'est une constante. Donc déjà, est-ce que Marine Le Pen est aussi haute? C'est à vérifier. Et puis moi, ce que je crois, et vous savez que les sondages aujourd'hui s'établissent sur les gens qui sont 100% sûrs d'aller voter. C'est comme ça que ça se définit. Et dans les gens qui hésitent, ce sont beaucoup des jeunes, des catégories populaires qui sont, j'allais dire, notre électorat quasi naturel, celui qui, par ailleurs, se prononce souvent pour Jean-Luc Mélenchon, ce qui fait que, quelque part, je crois que c'est là que nous pouvons faire la différence dans les 19 jours qui restent, aller chercher ces électeurs, les convaincre que oui, ça sert quelque chose d'aller voter pour avoir un deuxième tour entre l'extrême libéralisme de M. Macron et puis le candidat du peuple, le candidat de la gauche, de la gauche telle que nous, c'est-à-dire que vous visez plus les Monsieur abstentionnistes que les électeurs de Yannick Jadot, de Dan Hidalgo, de Philippe Poutou. Parce que rien évidemment. Mais majoritairement oui. Je ne dis pas que il ne puisse pas être intéressant, au contraire, que quelques personnes qui aujourd'hui pensent à aller voter pour d'autres candidats de gauche se disent quand même avoir la gauche au deuxième tour, ça serait quand même mieux qu'un affrontement entre les extrêmes libéraux et l'extrême droite. Mais principalement, je pense que c'est vers les abstentionnistes qu'on doit se tourner et on va le faire dans les 3 semaines à venir. Éric Coquerel, Yannick Jadot explique depuis plusieurs jours, et il l'a répété aujourd'hui, que la présence de Total en Russie fait de Total un complice, une entreprise complice des crimes de guerre commis par l'armée russe en Ukraine. Est-ce que c'est aussi la vision que défend Jean-Luc Mélenchon? Écoutez, moi je dis, il y a 2 sortes de candidats à cette élection présidentielle. Il y a ceux qui pensent qu'ils peuvent présider le pays et se retrouver avec la situation de la guerre en Ukraine, de l'agression russe en Ukraine, à gérer. D'accord, vers une évolution, si possible, négociée et pacifique du conflit, et en tout cas pas une escalade entre des puissances nucléaires. Et puis il y a ceux qui manifestement pensent qu'ils ne seront pas présidents. Je pense que M. Jadot fait partie de ces gens-là. Je dis ça parce que d'abord, il a des phrases un jour qui sont différentes le lendemain. Le 23 février, il expliquait qu'il fallait pas livrer d'armes à la Russie par peur à l'Ukraine par peur de l'escalade. Le lendemain, il disait l'inverse. Et là, par rapport à Total, j'allais dire que Total est complice de crimes de guerre. Chacun voit bien l'exagération. Pour beaucoup de raisons. C'est que moi, je pense qu'il faut des sanctions économiques très fortes vis-à-vis de M. Poutine. Mais moi, je suis pour éviter les effets boomerang. C'est-à-dire le fait de faire des sanctions à la Russie qui se retournent finalement contre nous et qui nous font plus de mal qu'à la Russie. Raison pour lesquelles nous privilégions le fait d'étrangler les oligarques, enfin étrangler, par ne pas dire figurer, bien sûr, les fortunes des oligarques russes qui sont le soutien et les profiteurs du système Poutine, et de faire en sorte d'aller, par exemple, geler tous leurs avoirs en Europe, etc. C'est des propositions faites. Maintenant que Total sorte de la Russie, ça veut dire qu'ils sortent définitivement de la Russie. Bon, qu'ils suspendent leurs activités, évidemment. Mais dire que les entreprises françaises doivent quitter la Russie, ce qui veut dire qu'on n'envisage pas qu'ils y retournent avant très longtemps, c'est mettre la barre très très haut par rapport à la situation. Total a commencé à réduire, je le précise, à réduire ses activités en Russie, ou va le faire dans les semaines qui viennent. Une chose encore par rapport à ce que dit Yannick Jadot. Vous dénoncez ce qu'il dit, mais dans le même temps, quand on écoute cet après-midi Volodymyr Zelensky qui était à l'Assemblée, qui parlait devant vous notamment, devant les députés français, lui dit que les entreprises françaises qui restent sur place sont les sponsors de la machine de guerre russe. Il a dit plusieurs choses cet après-midi. Il a notamment dit ça. Il a dit plusieurs choses. Vous me permettrez de retenir d'abord la première phrase qu'il a donnée comme cap stratégique. Enfin, ce qu'il a demandé à la France. Il a dit qu'il souhaitait que la France puisse continuer à conserver un rôle de façon à pousser et à forcer la Russie à aller vers la paix. C'est ça qu'il a d'abord dit. Bon, c'est-à-dire que, par exemple, je crois comprendre qu'il trouve plutôt positif que le président Macron continue à avoir un dialogue avec Poutine, malgré tout. Bon, nous, de la même manière, on propose d'autres mesures, vous savez, par exemple l'organisation de coopération de sécurité en Europe. Nous proposerions de réunir pour travailler sur cette question de conflit, chercher une issue par la négociation et la question des frontières. Mais au moins, il y a la recherche toujours d'une issue négociée. Parce que sinon, c'est l'escalade. Et l'escalade, excusez-moi, mais entre deux puissances nucléaires, avec tous les impacts que ça veut dire. Donc moi, je retiens ça. Après, lui, il est dans ce rôle. Quelque part, il est dans ce rôle de demander des choses. Il a demandé aussi des chars et des avions. Donc chacun constatera que si on livre demain des chars et des avions, c'est un choix. Mais on devient belligérant. Attendez, il y a une chose que je ne comprends pas. C'est que vous dites qu'il faut trouver une solution, évidemment, une sortie à ce conflit. Vous dites les sanctions, ça ne marche pas. Hormis peut-être des sanctions contre les oligarques. Vous dites pas ça. Oui, mais... Oui,
Oui, vous dites en gros les sanctions qui ont été prises pour l'instant. Vous croyez que quand les oligarques déjà perdent 30% de leur fortune comme ils ont déjà perdu, vous croyez que ça n'a pas d'influence sur ce qui se passe et sur en tout cas pour, la base en tout cas pour l'instant, après un mois de conflit, on voit que la pression sur Poutine reste limitée. Mais juste une chose, Jean-Luc Mélenchon répète depuis des mois que les sanctions contre la Russie n'ont aucun sens. Ce sont ses mots, n'ont aucun sens. C'est ce qu'il avait dit. Non. Si, je vous assure. Je vous assure, c'est ce qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon. Regardez les verbatims sur les sanctions que je viens de vous définir. Jean-Luc Mélenchon a très clairement dit que c'était les sanctions qu'il fallait prendre et qu'il fallait éviter. Mais chacun en est d'accord. J'entends même M. Macron qui ne dit pas autre chose. Éviter ce que j'appelle l'effet boomerang. On est d'accord. Mais j'essaye d'être réaliste dans ce conflit. Mais je veux dire, à quel moment vous espérez, si Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir et qu'il réclame notamment l'organisation de cette convention, cette conférence sur les frontières, comme vous dites, à quel moment vous espérez un arrêt rapide du conflit? Au moment où il y aura une pression suffisante sur la Russie, qui n'est pas l'effet boomerang dont j'ai parlé tout à l'heure, une pression aussi des opinions, je crois beaucoup à ça. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous soutenons ceux qui en Russie, c'est très compliqué, c'est vrai, mais ceux qui en Russie, et notamment vous le savez, nous avons accueilli la vidéo en direct d'un opposant russe actuellement, qui est un des opposants les principaux à Poutine, pour exprimer justement son refus de la guerre et de la guerre impérialiste, dit-il, qui était menée en Ukraine. Je crois que ça, c'est des manières, à un moment donné, de donner une pression. Alors vous me direz, est-ce que c'est une solution magique? Non, c'est pas une solution magique. Mais le problème, c'est que il faut en même temps faire ça, et en même temps, et chacun le comprendra, éviter une escalade qui pourrait terminer. J'ai vu que Poutine a encore rappelé qu'il avait une puissance nucléaire. Il y a peu de temps, du côté de l'OTAN, ça a été rappelé aussi. Je pense que ça ne sera même pas il y aura rien de positif pour les Ukrainiens si on débouchait par, escalade successive sur un conflit de cette ampleur. Donc nous, on essaye de garder, l'équilibre entre les deux. Régler la question, forcer la Russie à négocier, forcer Poutine à négocier, retirer ses troupes, cesser le feu, et puis quelque chose qui pourrait être toujours sur la table. Mais ça, c'est de l'ordre de la question du non-alignement de l'Ukraine. Donc je rappelle que le président ukrainien avait dit que ça pouvait être mis sur la table. Voilà ce que nous essayons de faire avec on voit bien que le président Macron aussi tâtonne. Donc on donne nos solutions et en même temps éviter l'escalade. Si la France insoumise remporte la présidentielle, la France poursuivra ses livraisons d'armes? Mais vous savez, quelles armes sont livrées actuellement? Vous avez des informations là-dessus? On en a eu quelques-unes, des informations, notamment. On parle d'armes non létales, de défense. Il y a notamment des armes anti-chars. Et ça n'est pas moi qui le dis, c'est le député Corbière, qui est de votre camp, qui l'a dit notamment dans une interview sur France Info. Il a répété ce qui avait été dit encore. Oui, mais il l'a dit aussi, bien sûr. Mais aujourd'hui, ce qui est la question qui est posée, c'est de savoir ce qui est profitable, pour que la situation n'explose pas plus en Ukraine. Bon, donc on verra bien demain, avec les éléments que nous aurons en main, que nous n'avons pas aujourd'hui. Mais sur le principe, vous poursuivez ou pas les livraisons d'armes si vous arrivez au pouvoir? Nous, en tout cas, des livraisons d'armes qui entraîneraient la France quelque part à devenir belligérant, pour être clair. Si vous livrez demain des chars et des avions, chacun voit bien que la question qui se pose, c'est qu'il va falloir s'occuper de ces chars, il va falloir les maintenir, les avions, ça se pilote, donc ça veut dire qu'on rentre en guerre. Et nous sommes d'accord sur le fait de dire la France ne doit pas être en guerre. Pourquoi elle ne doit pas être en guerre? D'abord par rapport à la question de l'escalade. Nous sommes une puissance nucléaire. Si la France entre en guerre demain, vous voyez la question. Et puis deuxièmement, la France dans ces cas-là perdra la dernière chance d'être le pays non aligné qui permet justement, qu'il faudrait être non aligné, nous le proposerons, qui permettrait justement de proposer une sortie négociée du conflit. Voilà, on n'a pas d'autre solution magique, mais il nous semble que c'est celle qui est raisonnable aujourd'hui. Vous dites non aligné aujourd'hui. Est-ce que vous reconnaissez que votre candidat... Non aligné demain, si nous venons au pouvoir. Oui, on est d'accord. Est-ce que vous reconnaissez malgré tout que votre candidat, comme d'autres, a pu se tromper sur la nature du régime de Vladimir Poutine? Écoutez, je regarde un peu les déclarations successives de Jean-Luc Mélenchon, il s'est pas beaucoup trompé. Les Russes ne sont pas les adversaires, la menace russe n'existe pas? Non, oui, mais ça, excusez-moi, le fait que la menace russe n'existe pas, Monsieur Macron, quelque temps avant le conflit, j'avais un verbatim il n'y a pas très longtemps, estimait qu'il n'y aurait pas d'invasion de l'Ukraine. Donc, cette analyse, qui était l'analyse, d'ailleurs, qui est la même analyse qui est celle de gens comme De Villepinte, etc. C'est-à-dire que la question qui se posait, que les Russes mettaient sur la table depuis longtemps, et qui reste vraie, on ne peut pas revenir en arrière là-dessus, c'est-à-dire la volonté que l'OTAN ne continue pas à avancer vers les frontières russes, ça reste quelque chose qui était, d'un point de vue géopolitique, quelque chose de vrai, et qui reste peut-être d'ailleurs une des issues possibles au conflit. Donc là-dessus, on ne va pas se renier. Maintenant, force est de constater, et nous on le voit comme d'autres, c'est qu'à partir du moment où M. Poutine devient l'agresseur,
contre tout le droit international, veut remodeler des frontières, y compris d'ailleurs le Donbass et les entités autonomes, on a tout de suite dénoncé ça, il n'y a plus, si vous voulez, il n'y a pas quelque part à hésiter. Voilà, il y a un choix. La Russie est agresseur, c'est elle qui, dans cette question, est condamnée. Et puis, il y a un pays agressé, au côté de lequel il faut être, en essayant de trouver une sortie négociée, parce que c'est aussi son intérêt. Vous réfutez tout procès en poutinophilie? Ah oui, alors oui, parce que là, trouvez-moi une phrase, trouvez-moi une déclaration de Jean-Luc Mélenchon qui soit en faveur du régime de Poutine, vous les trouverez pas. Par contre, vous trouverez des déclarations où il explique que lui, il est anticapitaliste écologiste, qui fait toutes les différences avec Poutine, et il explique, c'est un des seuls, que lui n'a pas rencontré Poutine. Par contre, il avait rencontré le principal opposant à Poutine, qui était le leader du front de gauche, qui était un peu l'équivalent de ce que nous sommes. Il a fait 4 ans de prison. Voilà, qui a fait 4 ans de prison. Donc, il y a pas de... C'est pas... Dire à un moment donné que la France doit être non alignée, et que dans la montée des périls que nous vivons entre des blocs impérialistes qui se font, on voit bien, qui risquent de se faire sur une guerre économique qui pourrait dégénérer. Dire que là-dedans, nous devons être non alignés, que nous devons garder d'abord nos intérêts, et que sur cette histoire longue, il n'y a pas d'un côté les bons, le camp du bien, les États-Unis d'Amérique. On voit bien d'ailleurs que quand c'était Monsieur Trump, c'est un peu compliqué de dire ça. Et de l'autre côté, les méchants Chinois, les méchants Russes, cela ne signifie pas d'une manière ou d'une autre que vous approuvez le régime de ces pays-là. Ça veut dire que vous essayez de trouver une issue pacifique, raisonnée, à des risques de conflit dans le monde qui sont en train de monter. Je pense que de ce point de vue-là, on a raison.